Bonjour Amélie Vialet, donc vous êtes paléoanthropologue, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Comme pour les non-voyants, c'est quand même beaucoup plus intéressant de toucher, et donc on avait quelques exemplaires de crâne. J'imagine que même en n'étant pas non-voyant, ce côté toucher et l'étude en détail de la structure du crâne est très importante dans ce domaine. Ah oui, oui, voilà, c'est essentiel, parce qu'on est sur une démarche d'anatomie comparée, qu'on positionne toujours un fossile par rapport à ceux qu'on connaît déjà, et que donc on va décider, en fonction des caractères anatomiques qu'on observe, des dimensions et voilà, de ce genre de critères, s'il appartient à une espèce qu'on connaît déjà ou s'il est nécessaire justement de créer un nom de genre ou un nom d'espèce supplémentaire pour caractériser les spécificités de ce crâne ou de ce fossile. L'étape de manipulation et d'observation, elle est essentielle. Donc, en effet, au cours de cet atelier, on s'est rendu compte que tout passe par le toucher et que c'est absolument le plus éloquent. Alors justement, en même temps, moi, des fois, je me dis, mais ça ne doit pas toujours quand même être évident de définir, quand c'est un peu en détail, justement, est-ce qu'on est dans une variation au sein d'une même espèce ou ça nécessite d'être une nouvelle espèce? Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a une inflation des fois de nouvelles espèces au gré des découvertes. J'imagine, je ne sais pas comment on arrive à s'en sortir Oui, alors pour... c'est toujours un peu la même question. C'est si l'objectif, c'est vraiment de recouvrir une certaine réalité biologique, on va avoir du mal à l'atteindre. Parce que, voilà, on l'a expliqué, le concept d'espèce, c'est sur le vivant, c'est l'histoire de l'interfécondité. Donc évidemment, sur le fossile, là, on est un peu coincé. En revanche, si l'idée, et c'est ce que vous avez évoqué, c'est de faire des petites boîtes qui ont des noms différents, dans lesquels on va mettre différents fossiles qu'on a découverts sur la base de caractères anatomiques partagés. Il y a un côté pratique, finalement, pour savoir de quoi on parle entre spécialistes, et ensuite pour, on va dire, agencer ces différentes boîtes pour créer un arbre de l'évolution, avec une relation d'ancêtre à descendant, d'espèces qui vont s'éteindre, d'espèces qui vont en engendrer d'autres. Voilà, pour ça, on est bien obligé d'avoir cette composante de base, alors on appelle dans le cas présent espèce ou genre. Vous l'avez expliqué, le concept sous-espèce n'a plus aucun sens, donc on ne l'utilise pas réellement. Mais donc c'est un mode un peu pratique finalement pour poser son raisonnement. Mais en même temps, bon, c'est un côté vraiment pratique parce que ça permet un petit peu, même si on l'a évoqué, après, c'est vrai que cette tendance pour moi de me dire, bon, Heidelbergensis est plutôt en Europe, mais si on trouve des Heidelbergensis en Afrique, comment l'interpréter? Est-ce que c'est finalement parce qu'on reconnaît les caractères ou est-ce que c'est peut-être réellement des Heidelbergensis qui seraient retournés en Afrique? Là, il y a quand même aussi des choses, des fois, qui sont assez intéressantes à imaginer. Finalement, c'est vrai qu'on a tendance, assez logiquement, puisqu'on sait que l'histoire commence là, à voir la sortie de l'Afrique. Mais après, finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu des allers-retours? Est-ce que c'est... Enfin, c'est possible, après Oui, tout. ouais, voilà, vous l'avez dit très justement, on a quelques spots, quelques points sur la carte. Ça, ce sont les faits archéologiques, paléontologiques. C'est les fossiles qu'on a découverts, qu'on a pu caler dans la chronologie, pour lesquels on observe une certaine morphologie, des dimensions et donc une série de caractères. Et à partir de là, on réfléchit, on interprète et on propose des scénarios. Voilà. Donc il y a vraiment différents niveaux de lecture. Et en filigrane de tout ça, on a quoi? On a le concept de variabilité, en effet, qui est compliqué parce que finalement, justement, soit on considère qu'on a des individus, des fossiles suffisamment différents pour faire partie de deux espèces de genres différents, soit on considère que ces différences, elles existent, mais que finalement, c'est parce que la population, elle est très dimorphe, elle est très variable, et donc à ce moment-là, on peut les laisser dans le même groupe, que ce soit un genre ou une espèce. Donc c'est vraiment notre appréciation de la variabilité morphologique, intra-spécifique ou justement plutôt interspécifique, qui va être le fil conducteur de tout ce raisonnement.
C'est réellement ça. Alors pour ça, on ne part pas de rien quand même. On a des exemples de primates non humains comme les chimpanzés, les gorilles, etc., qu'on peut utiliser pour essayer de connaître un peu l'amplitude de la variabilité possible pour certains caractères anatomiques. Les gorilles, par exemple, sont très dimorphes. Hein. Le mâle est vraiment très différent de la femelle. Ça s'explique sur tout un tas de critères, peut-être même sur l'organisation de la société, finalement sur les stratégies de reproduction utilisées par ces groupes, etc. Mais donc là, mâles et femelles sont très différents, donc ça nous donne une gamme de variations assez importante, alors que nous, aujourd'hui, Homo sapiens, justement, pour les mêmes raisons sans doute, la démographie, les rapports sociaux, la stratégie de reproduction, etc., on est beaucoup moins dimorphes. Voilà. Donc on ne part pas de rien, on a quand même une connaissance comme ça du vivant, mais c'est vrai que tout repose un peu sur l'interprétation qu'on fait de cette variabilité. Et donc est-ce que deux fossiles qui sont assez proches ou au contraire assez différents, on les sépare en deux espèces différentes, ou est-ce qu'on les réunit au sein d'une même espèce? Et à ce moment-là, on considère que cette espèce, elle est très variable. Le deuxième élément en filigrane aussi, c'est l'esprit du temps. C'est le temps dans lequel évolue le chercheur lui-même. Et il est héritier de toute une histoire et il est complètement soumis à ces logiques contemporaines. Donc il vaut mieux en être conscient, justement. Et du coup, c'est vrai qu'on voit des grands moments dans l'histoire de la préhistoire, l'histoire de la paléanthropologie, hein. On voit des moments où on va multiplier ces noms d'espèces parce que, par exemple, fin 19e, début 20e, on découvre ces fossiles. On découvre des autres, et ces autres nous paraissent différents, donc à chaque fois on leur donne un petit nom. Et puis après, à l'inverse, dans les années 50, on va avoir un grand mouvement de plutôt théorie très synthétique de l'évolution. On voit les choses au niveau populationnel, on a une vision un peu démographique, écologique, appliquée à l'homme. Et là, toutes ces petites espèces qu'on avait créées, on va les regrouper, et on va finir par avoir des australopithèques, des Homo erectus, des Homo sapiens. Et la chose est assez simplifiée, si je puis dire. Comme c'est assez ancien, en fait, on n'a pas besoin de revenir dessus. Moi, je sais que des fois, j'avais un peu regardé, effectivement, l'homme de Pékin, c'était Signanthropus, je ne sais plus, enfin voilà, alors qu'aujourd'hui, c'est un Homo erectus. Mais on ne l'évoque pas trop en exposé parce qu'il n'y a pas de question là-dessus. Mais j'ai eu des fois des gens qui disent, mais voilà, il y avait des réminiscences de ce qu'ils avaient appris à l'école avec des noms qui, au départ, me disaient rien. Donc, il a fallu un peu que je me plonge. C'est pour ça que je trouvais que l'épistémologie, c'était très important aussi, parce que c'est intéressant, parce qu'on voit comment évolue aussi à la fois la recherche, mais aussi les grands paradigmes, comment on les transmet aussi, qu'est-ce qui est passé après dans le grand public. Donc là, dans cet exposé, il y avait moins l'aspect historique, parce qu'on se concentre, du fait des non-voyants, à tout ce qu'on peut vraiment toucher. Normalement, des fois, on peut avoir des images. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi dans ce domaine de revoir l'histoire un peu, parce qu'il y a effectivement il y a des effets de mode ou d'emballement, où il y a des... Et c'est vrai, et donc maintenant, avec la génétique, j'ai l'impression qu'à nouveau, il y a une espèce de mode de la génétique va tout nous expliquer, alors qu'on voit que ce n'est pas toujours... compatible. Mais en fait, ce que je trouve difficile, et ça se ressent sur le grand public, c'est qu'il y a 3 temps qui sont imbriqués. Parce qu'il y a le temps auquel ces hominines ont vécu, hein, donc Lucie il y a 3,5 millions, Heidelbergensis il y a 500 000 ans, bon voilà. Il y a ce temps-là, il y a le temps de la découverte, qui est inscrit vraiment dans un contexte historique précis. Hein, quand on découvre en effet les premiers erectus en Chine, on va faire le choix de les appeler Sinanthropus pekinensis, parce que c'est la première fois qu'on a justement cet ancêtre des hommes qu'on découvre en Asie. On veut un petit peu faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui, marquer les esprits, etc. Donc on est dans un contexte historique très particulier. Comme on l'est aujourd'hui, simplement le contexte a un peu changé. Voilà. Et le 3e temps, c'est le temps de l'analyse donc des faits eux-mêmes. Les faits sont les faits, mais on va les analyser un petit peu différemment en fonction du contexte. Et ces 3 temps, c'est vrai qu'ils s'imbriquent un petit peu pour restituer au grand public une histoire de l'homme. Et dans les questions que vous avez eues tout à l'heure, il y en a une qui rejoint un petit peu, il me semble, cette interrogation-là. C'est cette personne qui était un petit peu troublée parce qu'on disait erectus, on disait ergaster, mais ça collait plus avec le fait que les premiers erectus soient les premiers debout,
et avec les premiers ergastères, soient les premiers à fabriquer des outils. Parce que c'est vrai, c'est plus la réalité. Ben oui. Erectus n'est pas le premier bipède et ergaster n'est pas le premier à fabriquer des outils. Mais on garde le terme parce que c'est un terme spécifique au sens, il décrit une espèce et historiquement marqué, bien sûr. Et puis on a, vous savez, ce code de nomenclature internationale qu'on doit respecter quand une espèce existe. On est obligé de l'utiliser. Ouais. Voilà. Mais du coup, j'ai vu la confusion chez ce monsieur parce que justement, sa question, c'était « mais je ne comprends pas, c'est pas le premier bipède, mais on l'appelle Erectus ». Et oui, parce que Erectus, c'est l'héritage de l'histoire de la paléanthropologie. Du coup, moi, si je me permets de poser aussi des questions qui me tarabustent aussi, moi, sur... alors là, c'est plus trop le nom d'espèce, mais je crois savoir, vous avez travaillé sur des gisements à Atapuerca, et, parce que moi, j'en parle, et donc, des fois, je me perds un peu entre... Il y a Homo antecessor et Homo heidelbergensis. Donc l'idée, c'est, si j'ai bien compris, antecessor, c'est quand même plus antérieur, c'est un des plus anciens qu'on ait trouvé. Alors, c'est assez simple à Atapuerca, dans le sens où, en fait, chaque site a son nom d'espèce, ou presque. D'accord. Donc, il suffit de fonctionner par site. Donc, c'est assez exceptionnel, puisque c'est une concentration de sites préhistoriques au même endroit. Hein. Ils ont été d'ailleurs classés patrimoine mondial de l'humanité dans les années 2000, parce que c'est absolument incroyable. On voit ce genre de concentration en Afrique, mais en dehors de l'Afrique, on ne le connaissait pas beaucoup. Donc Atapuerca, ce sont des sites, c'est une concentration de sites qui sont importantes, enfin qui est importante. Et du coup, on a, si on remet dans l'ordre chronologique, mais ce n'est pas l'ordre des découvertes, hein, mais l'ordre du plus vieux au plus récent, on a Cima del Elefante qui a un niveau à 1,2 million d'années, où on a une petite mâchoire notamment, mais qui justement, comme elle est peu diagnostique, on va dire, elle n'est pas très caractéristique, à part dire qu'elle n'a pas de menton et qu'elle est un peu gracile, elle n'est pas non plus erectus, elle n'est pas robuste comme les erectus. Donc en fait, les collègues espagnols, ils ont préféré en rester là et ils l'ont appelé Homo sp, c'est-à-dire appartenant au genre Homo, mais sans attribution spécifique. Là, on est à 1,2 million, on a cette petite mandibule gracile. Comme elle est gracile, on peut imaginer qu'elle est à l'origine justement de ce qui suit, hein, qu'elle va engendrer antécessor et les autres, parce que oui, elle n'a pas une morphologie très particulière. Après, on fait un petit saut et on passe sur le site de Grandolina, où là, on a, alors c'est une stratigraphie très très haute, hein, mais dans le niveau TD6, qui est daté à 850-900 000 ans, là, les collègues espagnols ont décrit une nouvelle espèce. Là, c'est Homo antecessor, à partir d'environ 150 restes humains, surtout des jeunes qui ont été d'ailleurs cannibalisés. Donc c'est un niveau de consommation des jeunes. On est à 850-900 000 ans. Mais par contre, d'un point de vue caractéristique anatomique, c'est vrai qu'on a cette espèce de face un peu plate des Homo sapiens et quelques autres caractères néandertaliens. Donc en fait, quand ils l'ont découvert, ils se sont dit, ça y est, on a l'ancêtre commun sapiens-néandertal. Ça a été très difficile à défendre. Déjà, la notion d'ancêtre commun, elle est compliquée. Et puis ensuite, ce sont des jeunes. Donc la croissance n'est pas aboutie, donc les caractères morphologiques pourraient avoir changé. Donc ça a été compliqué. Aujourd'hui, au Montessor, on considère juste que voilà, ce sont les plus anciens un peu qu'on a en Europe du Sud. Et ensuite, il y a d'autres gisements. Il y a Galeria et Cima de los Huesos. Et là, on a des heidelbergensis, c'est-à-dire qu'en effet, ils ont beaucoup de caractéristiques néandertaliennes, mais pas toutes. Ils gardent une architecture crânienne encore un petit peu primitive. Donc on est autour de 400 000 ans. Donc 1,2 million, 850 et 400 000 ans, avec un homo qu'on n'arrive pas bien à caractériser en termes spécifiques, Homo antecessor et puis heidelbergensis. Mais antecessor n'est pas beaucoup utilisé dans la communauté scientifique. Et heidelbergensis, pour qualifier la Cima de los Huesos, fait beaucoup de discussions parce que les Espagnols eux-mêmes n'utilisent pas le terme. Ils l'ont utilisé il y a un moment et maintenant ils rejettent le terme. En considérant que finalement Heidelbergensis en Europe, c'est tous les fossiles qui ne présentent aucun caractère néandertalien en Europe, alors que la Cima de los Huesos en présente beaucoup, donc serait peut-être mieux tout simplement dans le groupe des néandertaliens anciens. Ça, tout le monde, beaucoup de chercheurs pensent ça depuis un petit moment. D'accord. Donc c'est complexe, hein, ceci dit. Non, mais justement, je pose la question parce que moi, je présente vite fait. Bon, voilà, on a trouvé les plus vieux qu'on trouve en Espagne à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que du coup,
Je ne sais pas trop en quoi en dire de plus parce que j'ai bien vu que c'était donc bon, cela dit, on ne peut Mm. pas tout raconter, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai que des fois, on profite Oui. pour se remettre un petit peu au parfum de. Mais alors, on en est où, si Mm. j'ose dire? Parce que ça aussi, ça fait Surtout qu'ils ont partie. publié beaucoup. Ils ont Oui, une stratégie de publication très, très, très active. Donc, et quelquefois, du coup, le piège, c'est qu'on lance une idée puis on revient dessus. Il y a d'autres sites, à Totavel notamment, où je travaille également, où là, la stratégie est très, très différente. En fait, Henri Delumlay et son épouse Marie-Antoinette ont décidé de publier exhaustivement la description de tous les fossiles découverts dans la grotte. Donc, on est à 151 restes. bon, Eh bien, d'en faire un seul et même livre. Mais pour ça, du coup, ils ont toujours été ralentis parce qu'ils en découvraient de nouveaux. Et donc, on se trouve aujourd'hui, alors que les premiers restes ont été trouvés dans les années 70, même un peu avant, et la publication n'est pas encore sous presse. Bientôt, mais elle n'est pas encore sous presse. Donc, la stratégie de publication était différente et ça a un impact. bah oui, oui, Ouais. parce que effectivement, hein, en plus, enfin, le métier de médiateur, c'est le côté le plus visible, c'est l'exposé. Mais bon, on est obligé de faire un peu de veille. Mm. Alors, de toute façon, nous, on sait qu'on simplifiera toujours un peu, entre guillemets. C'est aussi quand même le but de ces exposés. Mais c'est vrai c'est toujours d'être attentif à justement être un peu au fait de, éventuellement même de faire attention, puisqu'on évoquait à un moment, il y a des fois le buzz, et Oui. donc là, dans tous les domaines maintenant scientifiques, souvent on a des tweets qui annoncent plein de Mm. découvertes géniales, et du coup les gens sont au courant. Et oui. Donc nous, des fois, on dit, oh bah je suis pas au courant, Mm. on va pas raconter n'importe quoi si on sait pas, mais du coup, c'est vrai qu'on est poussé aussi à aller un petit peu vérifier pour éventuellement pas répondre à un avis tranché pour autant, mais dire, bon, ben Mm. oui, ça, mais c'est controversé, tout le monde n'est pas d'accord, ou au contraire, oui, ça a l'air d'être une formidable. Parce que moi, je sais que là, ce qui s'est passé sur l'histoire, puisqu'on est en période Covid, Oui. du gène néandertalien du Covid, je l'ai vu passer, c'était un article du Monde, j'ai vu que c'était un article de Nature, donc c'est pas, ça sort pas de nulle Mm. part. Maintenant, j'imagine qu'il va peut-être falloir encore quand même un peu creuser pour. Puis finalement, c'est peut-être très anecdotique. Il se trouve que c'est sur les gènes qu'a Mm. transmis Néandertal. Et finalement, Ouais. on a envie de dire, on va pas en tirer grand-chose d'autre que cette info. Oui, moi je la trouve aussi très anecdotique. Malheureusement, elle marque beaucoup l'esprit des Bah oui, gens, parce que voilà. vous avez même eu des réflexions aujourd'hui, Mm. une référence à ça. Ouais. Et alors je me suis dit d'ailleurs, quand la personne a fait cette référence, que c'était bien parce que d'une certaine façon, ça maintient dans notre actualité. Notre paléoanthropologie, Ouais. où on parle de vieux fossiles et où voilà, on pourrait penser que tout ça, ça tombe sous la poussière et puis personne n'en parle plus beaucoup. Donc bon, au moins, ça a cet avantage-là de maintenir dans l'actualité Voilà. nos ancêtres, mais, enfin, ou des espèces fossiles. Mais pour l'information en soi, j'étais assez d'accord avec votre analyse sur le fait que c'est étonnant comme en fait ce néandertalien, on l'a toujours, enfin, on l'a considéré tout au long du XXe siècle comme la brute épaisse, incapable de rien, etc. C'était parce que c'était cet autre qu'on découvrait et qu'on n'était pas prêt à l'intégrer dans notre Histoire, famille ouais. humaine, dans notre histoire. Donc on lui trouvait un peu tous les défauts possibles, entre guillemets. Et puis il y a eu cette formidable réhabilitation de Néandertal. C'est vrai que la dernière exposition au Musée de l'Homme, par exemple, elle a montré ce néandertalien dans toutes ses capacités symboliques, techniques, etc. Donc il y a vraiment cette réhabilitation. Elle se voit sur les représentations. Quand on le représente maintenant, il est presque à hauteur de Sapiens, avec tout un tas de parures, d'éléments ou d'armements et autres. On se dit finalement, mais Sapiens, c'est lequel des deux? Parce qu'ils sont arrivés presque à égalité. Et en revanche, la génétique, quand elle fait des incursions comme ça chez Néandertal, c'est pour nous rappeler des éléments finalement négatifs. Donc Oui, cette espèce de certes, ouais. racisme de Néandertal, et au XXIe siècle, il se traduit beaucoup plus par les études génétiques qu'on en fait. Parce Ouais. qu'il y avait eu le coup du diabète aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire en fait finalement, oui, on retient, alors qu'il y a sans doute des gènes avec des porteurs Oui. de choses peut-être fort sympathiques, mais ça on ne sait pas trop. Ouais. Effectivement, on va dire qu'il nous a malencontreusement ou volontairement Transmis, le méchant. voilà, ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc il y a ça qui Oui, reste c'est vrai quand que même. Et c'est fou. Hein. c'est assez intéressant. Et finalement aussi, en positif, j'avais lu quand même les histoires d'adaptation à l'altitude.
qui demande quand même voilà, une adaptation en termes, je sais pas, de pression sanguine, de respiration et autres, qui nous viendrait justement. Alors là, on était sur le terrain d'une transmission positive, si je puis dire. Moi, je n'ai pas trop la capacité de savoir si c'est bien fondé, bien argumenté, mais je trouve qu'en effet, on en extirpe un côté un petit peu anecdotique, collé à une certaine réalité. On pourrait, les historiens des sciences parlent de présentisme quand on colle une situation ancienne sur un cadre actuel, et je trouve qu'on est un peu là-dedans, quoi. Ouais, moi je pense. Mais en revanche, c'est vrai que cela dit, malgré tout, tout l'intérêt qu'il y a autour de Néandertal ou ces histoires, on montre qu'on s'intéresse toujours et de plus en plus, je pense vraiment à cette quête, non pas peut-être des origines à ce point précise, mais qu'effectivement, il y a peut-être eu une époque où c'était vu comme des gens qui s'occupaient de vieux cailloux, et puis voilà. Et que maintenant, je pense qu'il y a eu un boom positif dans la vision, parce que je pense qu'il y a beaucoup quand même d'émissions, les visites des grottes, bon, ça a toujours existé, mais j'ai l'impression, enfin moi en plus comme ça me passionne, j'avoue que je suis assez ravi de voir qu'il y a de plus en plus quand même d'actualité là-dessus. Oui, alors il y a des déclencheurs un peu, enfin pour les dinosaures, et peut-être vous savez mieux que moi d'ailleurs, mais c'est vrai que ce film Jurassic Park avait vraiment remis une actualité incroyable sur l'intérêt qu'on apporte aux dinosaures. Il y a un avant, un après, c'est très net. Sur l'évolution humaine, strictement, je ne saurais pas dire. Ah oui, je suis pas si... Mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'elle fait partie d'un certain quotidien des gens, et que vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est assez récent aussi. Mais je ne saurais pas dire où est le... ou alors peut-être des gens qui jouent un rôle important, comme le professeur Yves Coppens, par exemple, qui a beaucoup médiatisé notamment cette découverte de Lucie, ce petit prénom qu'on donne aux fossiles et qui, du coup, le rend familier. Et encore, je ne sais pas, peut-être vous avez des jeunes en visiteurs. Là, moi, je n'ai pas trop l'occasion. Mais je trouve qu'il y a quelques années, Lucie parlait à tous, et que maintenant, aux plus jeunes, elle parle moins. Peut-être Toumaï a pris sa place, je ne sais pas. Non, je réfléchis parce que quand même, honnêtement, avec les jeunes, même des très jeunes, enfin genre CM, et généralement quand je dis... donc là, vous avez une star découverte en Afrique et on connaît son prénom, une femme, généralement Lucie. D'accord. Jaillit tout de suite. À la limite, non, contrairement à... Il y a eu un moment, Toumaï sortait tout le temps sans problème, et donc je pense que c'est parce qu'il y avait eu des films qui étaient passés à la télévision. Maintenant, Toumaï, ils connaissent beaucoup moins. Quand je fais allusion, Toumaï, peut-être entendu parler, pas trop. Lucie, elle reste... En revanche, selon les... C'est marrant, ça, je pense que c'est lié aussi à ce qu'ils ont fait à l'école. Selon les groupes, ils savent ou pas pourquoi Lucie. Ils sont la chanson des Beatles. Ah oui, l'explication. Il y en a, ça parle. Même s'ils ne connaissent plus les Beatles d'ailleurs. Voilà, oui, à la limite, ils ne connaissent pas, mais ils disent c'est une chanson. Et il y en a qui, effectivement, ne savent pas. Donc, alors que les personnes plus âgées, généralement, eux, ils se souviennent très bien de... Parce que ça, bon, effectivement, là, je ne l'ai pas fait dans celui-là, mais souvent, on rajoute des petites anecdotes aussi, parce que c'est une manière de faire vivre... ça incarne, et justement, ça incarne le temps. On parlait des 3 temps, ça incarne le temps de la découverte. Et c'est important pour les gens de se rendre compte que, en effet, tout ça, c'est d'abord une histoire de découverte sur le terrain. Et puis ça aussi, alors là, pour le coup, on sait d'où ça vient. C'est vraiment Indiana Jones et toute cette série de films qui a aussi repositionné vraiment ce personnage de l'archéologue à la quête de nos origines, quoi. Oui, sauf que des fois, du coup, on est obligé de préciser. Moi, je sais que je le fais dans les exposés dinosaures en disant attention, le paléontologue ne passe pas sa vie dans des super pays à gratouiller des cailloux, parce que j'ai peur des fois après qu'il y ait une frustration, parce que en plus, quand même dire que l'étude des fossiles en laboratoire, c'est peut-être moins glamour, mais en fait, c'est aussi se faire comprendre. C'est aussi ça qui est passionnant. C'est comme si on bouclait la boucle avec notre idée de toucher, c'est qu'en fait aussi ce qui est passionnant, c'est qu'est-ce que je vais en tirer de tout ça, de cette découverte. Et donc c'est pas juste j'étais super, j'étais en Colombie, j'ai dit rien. Non, c'est aussi après on va beaucoup travailler peut-être en labo. C'est vrai que du coup il y a une certaine émotion devant un caillou. Bon, ça on est géologue, on comprend, mais c'est vrai que des fois les gens ils sont un peu surpris. Et ça moi j'aime bien le rappeler aussi, parce que des fois
on va pas briser des vocations, parce qu'en fait, la vocation, elle sera toujours là. Mais c'est vrai que des fois, on a des images un peu trompeuses. Oui, oui, c'est Ou vrai. alors, c'est l'occasion de rappeler aussi, des fois, de dire, bah oui, mais enfin, justement, les chercheurs, ils n'ont pas toujours les moyens d'aller faire des missions. Un jeune qui a la vocation, c'est vrai que la première chose, c'est lui dire de faire un peu de terrain, d'être un peu au laboratoire, enfin, de se rendre compte concrètement qu'en effet, c'est pas juste gratouiller, trouver un beau fossile et puis faire la couverture des médias, quoi. Bon, bah, merci beaucoup pour votre participation, d'avoir assisté. Je vous ai fait intervenir parce que je me suis dit quand même aussi pendant l'exposé, parce que j'estimais que d'un coup, c'était, c'est agréable aussi pour nous d'avoir des spécialistes qui viennent aussi nous apporter leurs connaissances. Ben, merci vraiment à vous pour l'invitation, parce que j'étais contente d'être de ce côté-là du banc des auditeurs cette fois-ci. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis bravo pour votre atelier qui est vraiment de bonne tenue, sachant que vous embrassez 7 millions d'années d'évolution et d'histoire de l'homme. Merci.